il y a cette transcription. Moi, j'aime pas cette transcription, mais je vais la laisser quand même. Bonjour, bonjour. Ah, oui, ça transcrit bien, mais je vais fermer. Voilà, c'est bien maintenant. Et vous voyez déjà le chronogramme de cours ici. Donc, le but aujourd'hui, c'est de parler du futurisme et l'art de manifeste. Aujourd'hui, je m'excuse parce que je vais faire encore un cours peut-être bien centré sur moi, parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter, parce que le premier cours, c'était tout simplement la présentation du cours. Et je n'ai pas parlé de l'histoire littéraire, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, je n'ai pas entré dans ces sujets-là sur l'histoire littéraire. Donc, je vais dire un mot sur l'histoire littéraire aujourd'hui. Je vais parler aussi un tout petit peu sur les avant-gardes en général, c'est-à-dire de façon théorique à propos des avant-gardes, parce que tous les mouvements du début du XXe siècle qu'on verra maintenant, c'est-à-dire le futurisme, nous avons ici le programme, le futurisme, l'esprit nouveau, Dada, surréalisme, existentialisme un peu moins, mais ces mouvements-là du début du XXe siècle, futurisme, esprit nouveau et surréalisme, et Dada aussi, ce sont des avant-gardes, des mouvements d'avant-garde, et je vais vous expliquer un peu la conception, le concept d'avant-garde. Donc, un premier mot sur l'histoire littéraire et comment on organise l'histoire littéraire. Un deuxième mot sur les avant-gardes, en général, pour introduire tous ces mouvements. Ensuite, je vais parler de la forme, de l'analyse et du contenu des manifestes aussi de façon générale, parce qu'on aura plusieurs manifestes futuristes, on aura le manifeste Dada, on aura quelques manifestes de l'esprit nouveau et quelques manifestes aussi du surréalisme. Donc, vous voyez que le modèle de texte ou le genre de texte manifeste est très important pour ces avant-gardes, n'est-ce pas? Et finalement, j'entre à la fin du cours aujourd'hui dans une explication sur le futurisme qui est l'avant-garde, la première avant-garde du XXe siècle, celle qui va ouvrir les portes pour les autres mouvements du début du XXe siècle, avec une posture, avec une démarche qui va être répliquée, qui va être reproduite par les autres avant-gardes. D'accord? Donc, la raison pour laquelle le cours aujourd'hui sera peut-être trop théorique et je ne vais pas demander trop votre participation. D'accord? Mais si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez, vous me posez des questions, je vous explique. Sinon, quand même, on essaye de faire un dialogue ici. D'accord? Donc, nous avons ici le chronogramme. Je vais le laisser de côté. Et je vais essayer de faire, comme j'ai dit mardi dans le cours de roman, je vais faire une présentation freestyle, c'est-à-dire que je ne vais pas suivre un texte précis ou utiliser des citations pour vous expliquer certains aspects, mais quand même, je vais vous donner quelques références de textes ici. Donc, je change, vous voyez ici que je suis en train de changer des documents PDF.
Et voilà. 2 secondes. Tout d'abord, ici, je vous montre la couverture de ce livre. C'est un livre très célèbre d'histoire littéraire, de théorie de la littérature. C'est le livre de Velek et Warren. C'est la théorie de la littérature. Probablement, vous avez utilisé ce livre dans les cours d'introduction à la théorie littéraire. Et c'est intéressant. Je crois que j'ai mis une version de ce livre en portugais dans la bibliographie et dans les fichiers. Et il est intéressant parce que il y a un chapitre ici qui va faire la différence entre la théorie littéraire, la critique littéraire et l'histoire littéraire. D'accord? Et en fait, ils vont expliquer que même si on sépare de façon analytique la théorie, l'histoire littéraire et la critique littéraire, c'est impossible de les travailler sans une confluence, sans qu'elles se touchent l'une à l'autre, ou l'un à l'autre, un de ces domaines, n'est-ce pas? Et pour parler de façon bien simple, sans entrer dans les caractéristiques ou les particularités ou les polémiques de chaque domaine d'études autour de la littérature, on va dire que la théorie littéraire, c'est le champ d'études, le campo de estudo, ou le domaine d'études. On peut traduire comme domaine ou camp aussi. Le domaine de la théorie littéraire. Aujourd'hui, c'est où on étudie les principes, les concepts de base pour étudier la littérature. Des concepts comme auteur, texte, fictionnalité ou fictionnel ou fiction, quoi d'autre, la poésie, le roman, genre littéraire, même les concepts des critiques, histoire littéraire, on va les étudier dans le domaine de la théorie littéraire. Et là, le domaine de la théorie littéraire, on va dire pour définition, c'est le domaine, un domaine qui travaille avec une certaine généralité, n'est-ce pas? Parce que pour parler d'un concept général, par exemple, de roman, il faut avoir un certain degré d'abstraction et de généralité. Par exemple, pour dire un texte, en prose, avec une longueur de 100 à 200 pages environ, c'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Il y a besoin je sais pas, d'un narrateur, de personnages in action. Vous voyez que ces principes-là pour définir roman, les genres romans sont assez généraux, on va dire. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si on commence à entrer dans les particularités d'un roman précis, d'un auteur précis, on va voir que ces aspects-là ne sont pas toujours présents. On peut voir un roman à 20 pages ou un roman sans narrateur, comme les romans epistolaires, les romances epistolares, sont romances em cartas, né? Par exemple, les lettres persanes ou les lettres portugaises. Ce sont des romans assez anciens, de quelques siècles avant, mais ce sont des romans organisés autour de l'échange de lettres entre les personnages. Il n'y a pas la figure du narrateur qui organise ou raconte l'histoire. Donc, le domaine de la théorie littéraire, c'est ce domaine où on travaille les concepts de base, on va dire comme ça. Et comme je vous ai dit, j'essaie de vous donner une définition assez simple, sans entrer dans les particularités, sans entrer dans les polémiques non plus. Donc, le domaine de la théorie littéraire, les concepts de base. La critique littéraire, aussi de façon
bien basique. C'est le domaine d'études où on travaille sur l'évaluation des œuvres littéraires. C'est-à-dire que le principe de base, le principe qui va organiser ou le principe qui va diriger le travail de la critique littéraire, c'est avant tout le goût ou goût. Parce que la critique littéraire, elle ne va pas travailler dans le même degré de généralisation comme la théorie littéraire. C'est-à-dire que la critique littéraire va se tenir à l'analyse, à l'évaluation d'une œuvre spécifique. Par exemple, je vais faire un texte critique sur le roman L'étranger d'Albert Camus. Donc, je vais lire le roman, je vais présenter certains problèmes ou certaines qualités du livre, je vais essayer d'expliquer, d'analyser l'œuvre, de dire le narrateur agit comme ça, nous avons un personnage comme ça, certaines thématiques sont les plus importantes dans ces romans. Il y a une marque historique dans le roman L'étranger, etc. Donc, la critique littéraire va travailler dans la précision d'une œuvre. Et normalement, il faut dire, évaluer l'œuvre dans sa potentialité de lecture. Qu'est-ce qu'on est capable de rencontrer dans l'œuvre. Et puis, on entre dans ce qui nous intéresse dans ces cours. En fait, tout ça nous intéresse dans les cours de Panorama. Mais comme je vous ai dit, la notion d'histoire littéraire est importante dans ces cours de Panorama parce qu'on aura une vision historique, panoramique de l'histoire littéraire française. N'est-ce pas? Au moins, comme je vous ai dit, du XXe siècle et puis du XIXe siècle avec une entrée au XVIIIe siècle pour parler de Jean-Jacques Rousseau. Donc, c'est-à-dire que dans ces cours de Panorama, c'est important de voir l'évolution de la littérature française. Et l'évolution ici comme transformation et pas comme la littérature d'aujourd'hui est meilleure que la littérature du passé. D'accord. L'évolution, c'est plutôt comme mouvement, comme transformation, comme passage historique. C'est ça. Et donc, nous entrons dans ces débats autour de l'histoire littéraire. Et ici, dans le livre de Velk et Warren, il y a un chapitre dans lequel il va faire cette distinction entre les trois domaines: théorie littéraire, critique littéraire et histoire littéraire ou histoire de la littérature. Je passe ici à côté. Vous avez un autre livre. Je vais vous montrer la couverture. Ça, c'est le livre Le démon de la théorie, littérature et sens commun d'Antoine Compagnon. Et un des chapitres où le livre est organisé autour de certaines notions autour de la littérature, mais qui dialoguent avec les sens communs, c'est-à-dire les sens non spécialisés autour de la littérature. Ce qu'il va faire, c'est de partir des notions du sens commun, du sens commun, c'est-à-dire, comme je viens de dire, d'une conception de la littérature non spécialisée, amatrice, c'est-à-dire que nos amis, nos familles, nos parents qui n'étudient pas la littérature, ils partagent ces valeurs avec nous parce que ce sont des valeurs autour de la littérature transmises un peu partout, populaires, je dis. Donc, il a un chapitre sur la définition de littérature, un autre sur l'auteur et les problèmes autour de l'auteur, le monde. Ce qu'il appelle le monde ici, c'est la représentation, n'est-ce pas? C'est-à-dire
La littérature parle du monde, parle des personnes, parle de quoi? D'imagination, n'est-ce pas? Le lecteur, qui est aussi un problème pour la littérature, le style, qui fait la différence, c'est un côté, moi je dirais, personnel de l'auteur, mais qui se montre ou qui est présent dans le texte, n'est-ce pas? Le style, c'est quelque chose qui est dans le texte, mais qui appartient à l'auteur quand même. Et nous arrivons ici à l'histoire. Donc, le chapitre sur l'histoire littéraire. Et comme je vous ai dit, avant d'entrer dans le débat autour de l'histoire littéraire, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette distinction entre théorie littéraire, critique littéraire et histoire littéraire? Ou c'est clair? C'est bon. D'accord. Parce que j'essaye de le faire un peu vite, mais sans perdre quand même la clarté, n'est-ce pas? Sinon, comme je vous ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails du texte de compagnie. Mais peut-être je survole le texte ici. Il va faire une distinction qui n'est pas très importante pour nous entre, c'est-à-dire l'expression histoire littéraire et histoire de la littérature. Ce n'est pas très important pour nous, la distinction qu'il fait entre les deux expressions. Le plus important, c'est de garder une distinction qu'il fait entre deux notions de présentation de l'histoire littéraire. C'est-à-dire qu'il y a une notion, ce qu'il appelle l'histoire de la littérature, qui est c'est-à-dire un type d'œuvre qu'on appelle de vulgarisation de la littérature, c'est-à-dire des diffusions de la littérature. C'est un type d'œuvre dans laquelle on va trouver tous les auteurs d'une époque ou de plusieurs époques, de plusieurs siècles. On va avoir une petite biographie de la vie de ces écrivains, les œuvres les plus importantes. On peut avoir par exemple une liste d'œuvres, aussi une caractéristique du style de l'écrivain, un résumé de certaines œuvres, des extraits comme exemple des œuvres, et c'est ça. L'idée de ces genres d'œuvres d'histoire de la littérature, c'est la diffusion des auteurs et des œuvres. C'est de faire connaître, de nous permettre de connaître plusieurs écrivains, n'est-ce pas? Par exemple, genre, si vous tapez sur Google, écrivain français 20e siècle, il y a une page, par exemple, sur Wikipédia, sur laquelle vous pouvez retrouver les noms par ordre alphabétique de tous les écrivains français du XXe siècle. C'est possible aussi cette organisation en mouvement ou chronologique aussi par rapport par exemple, à la date de naissance, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que ces genres d'œuvres, le critère, c'est la présentation de l'écrivain et la présentation de ses œuvres majeures ou les plus importantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effort d'organisation des œuvres littéraires dans une œuvre d'histoire littéraire comme ce genre d'œuvre de vulgarisation. D'accord? Moi, j'ai un livre, mais je l'ai seulement en version Kindle, qui s'appelle Précis de la littérature française. C'est un livre de Daniel, je ne sais pas si c'est Daniel Bergerac, quelque chose comme ça.
Et c'est ça, c'est un livre avec plusieurs écrivains et quelques informations. Plus ou moins, c'est qu'on trouve dans une entrée d'un certain écrivain sur Wikipédia. N'est-ce pas? Nous avons la liste d'œuvres, la date de publication, la biographie de l'auteur et une note sur son style littéraire, thématique, etc. Par contre, ce qu'on appelle l'histoire littéraire, ça commence au XIXe siècle comme une méthode d'étude de la littérature, comme une méthode d'organisation de la littérature. D'accord? C'est-à-dire que, et pourquoi c'est important de parler de ça? Parce qu'on va entrer dans les avant-gardes et aujourd'hui le futurisme, et vous allez voir que dans les discours de toute avant-garde, nous avons une organisation de la littérature de façon historique, plus ou moins comme avant l'avant-garde et après l'avant-garde. Vous voyez que quand on définit un avant et un après, il y a déjà une organisation du temps entre passé, présent et futur. Il y a aussi une organisation de ce qui est passé, c'est pas bon, et ce qu'on projette, ce qu'on propose de le faire, c'est la bonne littérature ou sera la bonne littérature. Il y a une notion de tradition et de rupture avec la tradition. Donc, vous voyez que la notion d'histoire littéraire, dans ces cas, elle est beaucoup plus élaborée, n'est-ce pas? Donc, au XIXe siècle, on développe cette méthode d'étude littéraire autour de la notion d'histoire. Et le plus célèbre auteur de cette conception d'histoire littéraire, c'est Gustave Lanson. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de son travail. On les discute plus en détail dans les cours de critique littéraire française. Mais Gustave Lanson, c'est à la fin du XIXe siècle qu'il élabore cette méthode, mais en fait, il n'est pas le créateur ex nihilo, comme on dit, c'est-à-dire qui de rien, il propose quelque chose de nouveau. Non, c'est quelque chose qui commence au début du XIXe siècle avec, par exemple, on commence à démontrer la littérature comme ayant un rapport entre la société et la littérature, entre les religions et la littérature, la philosophie et la littérature. Donc la littérature travaille comme ou selon un système de représentation sociale, politique, économique, pourquoi pas, philosophique, religieuse, etc. C'est-à-dire que toutes les valeurs qu'on retrouve dans la société et chez les gens, on va voir ça représenté d'une façon ou d'une autre dans la littérature. Et cette façon de représenter ces valeurs, ça peut être pour les affirmer ou pour les refuser. Ça, la littérature, c'est intéressant parce que il y a toute une tradition de la littérature moderne, de l'innovation, de la rupture avec le passé, la rupture avec la tradition, l'innovation, comme je disais. Par contre, nous avons Antoine Compagnon, celui qui est l'auteur de ce livre affiché, Les démons de la théorie. Il a un livre qui s'appelle Les antimodernes, ou antimodernes, dans lequel il va parler des écrivains de la période moderne, mais qui ne suivent pas ce discours de l'innovation, de la transformation constante, etc. Et moi, j'aime bien
j'aime bien vous donner des exemples de la musique populaire brésilienne parce que ça nous aide à visualiser et à comprendre certaines explications. Voyons la musique, par exemple. Vous connaissez tous et toutes les mouvements tropicalistes, les mouvements de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, qui d'autres, entre autres, Tom Zé, etc., de la fin des années 60. Donc, c'était un mouvement avant-gardiste, je dirais, pour la musique brésilienne. Ils ont introduit la guitare électrique, ils ont changé un peu la façon de composer les paroles des chansons, etc. Et en plus, il y avait une performance différente, choquante pour l'époque, sur la scène. Donc, vous voyez que c'est un mouvement des transformations de la musique populaire. Et à cette époque, c'est intéressant, j'ai déjà commenté ça, peut-être si pour ceux et celles qui ont déjà été mes élèves, vous m'avez déjà entendu parler de cette manifestation contre la guitare électrique dans la chanson populaire brésilienne. Je ne sais pas exactement la date de cette manifestation, mais si je ne me trompe pas, c'était la fin des années 60, n'est-ce pas? Et en plus, il y avait un conflit entre la musique de protestation de gauche, comment on appelle ça, la chanson engagée, on peut dire ça, la chanson engagée ou militante, etc., de gauche, et le mouvement tropicaliste qui était un mouvement de transformation esthétique. Voilà. Donc, je vous donne, par exemple, je vous donne, il y avait ce qu'on appelle, il y avait la chanson ancienne, brésilienne, qui existait avant. Nous avons, fin des années 50, la bossa nova, qui commence déjà à transformer, par exemple, la vieille façon de jouer la samba et proposer quelque chose de nouveau en dialogue avec le jazz. Et puis, nous avons le tropicalisme. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ici une force de transformation, une force transformative. Et la chanson engagée, militante de gauche, c'était un côté plus conservateur, au moins au niveau, au niveau esthétique de la chanson brésilienne. Et pour vous donner un autre exemple plus lié à la tradition et qui ne cherchait pas la transformation, c'est le cas de Paulinho da Viola. Vous connaissez tous et toutes, Paulinho da Viola. Paulinho da Viola a commencé sa carrière dans la même époque du tropicalisme, fin des années 60, etc. Mais c'était quelqu'un très lié, très ancré, associé à la samba traditionnelle. Et il reste toujours lié à cette tradition. Donc, c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il fait après, c'est encore, moi je dirais, moderne, c'est beau, c'est joli, mais par contre, c'est associé à la tradition de la samba. Il ne va pas innover complètement ce qu'il fait. Il ne va pas créer un rythme nouveau comme la bossa nova, par exemple. C'était une parenthèse pour vous expliquer cette idée de l'avant-garde qui propose une rupture avec la tradition, mais en même temps, cela ne veut pas dire que la littérature sera toujours comme ça. On a parfois, dans un même moment, un groupe d'écrivains avant-gardistes qui cherchent la transformation, à côté d'un groupe plus traditionnaliste qui cherche à maintenir les traditions existantes. D'accord? Donc, je reviens à l'explication de l'histoire littéraire. Donc,
au début du 19e siècle, on commence avec cette nouvelle façon d'étudier la littérature en cherchant les rapports de la littérature avec les valeurs sociales, la religion, la société, l'économie, la philosophie, etc. La spiritualité, voilà. Et puis, il y a aussi le développement. Nous avons ici parmi nous Héloïse. Et si je ne me trompe pas, Héloïse est historienne de formation avant de suivre sa formation en lettres. Elle est historienne de formation. Donc, au 19e siècle, nous avons cette façon, je vais dire, positiviste de la construction de l'histoire, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle conception ou une nouvelle façon de concevoir ou de comprendre les temps, la temporalité et la progression du temps historique. Parce que, ça c'est important parce que notre organisation des événements historiques comme on le fait aujourd'hui, quand on cherche une cause et on démontre la conséquence, ça vient de cette nouvelle façon, cette nouvelle conception de l'histoire du 19e siècle. Parce qu'avant, il y avait plutôt, on avait par exemple les temps mythiques qui circulaient, qui revient à chaque fois. On a une autre conception du temps comme celle du christianisme et celle du marxisme, qui est une vision téléologique, comme on l'appelle, c'est-à-dire une vision de l'histoire qui marche vers une fin déterminée. Et la fin déterminée, dans les cas du christianisme, c'est le retour au paradis, n'est-ce pas? Il y a le jour du jugement final. On sera jugé par nos actes et on sera pardonné ou pas, mais le but, c'est de revenir ou de retourner au paradis. Dans le cas du marxisme, par exemple, c'est arriver à cette notion d'utopie de la société sans classe. Et vous voyez que cette notion utopique de la société sans classe, c'est l'arrivée finale, c'est la forme finale de l'histoire. Vous comprenez que dans ces deux conceptions, du christianisme, du retour au paradis, où tout était parfait, et du marxisme dans la société sans classe, une fois qu'on arrive, supposons qu'on arrivera au paradis ou à la société sans classe, on peut s'arrêter et entrer dans une immobilité éternelle. Parce que la notion d'histoire, c'est d'arriver à ce point final. Mais dans une histoire positiviste, je vais dire comme ça, et puis cette introduction de l'histoire positiviste, elle va se développer encore, n'est-ce pas? Il y aura d'autres courants dans l'histoire. Mais le plus important, c'est l'introduction d'une perspective historique en développement constant, en évolution temporelle constante. Et dans cette évolution, ou peut-être je vais corriger, dans cette progression constante de l'histoire, on est capable tout simplement de définir une cause et indiquer la conséquence. Parce qu'on sera toujours un mouvement progressif vers quelque chose. On ne sait pas exactement ce qui viendra, mais on sait que quelque chose viendra après. Cette chose qui viendra dans l'avenir, dans le futur, elle aura une connexion avec le passé. Cette connexion peut être des continuités ou des ruptures, peu importe. D'accord? Mais on aura une conception du temps historique comme progressif. C'est ça.
Et on verra en fait, au 19e siècle, on avait encore l'idée de l'évolution, que les temps historiques postérieurs est nécessairement ou forcément meilleur que celui qui vient ou qui venait avant. Et c'est souvent, avec les événements du XXe siècle, on va dire que pas forcément, n'est-ce pas? Les deux guerres, la première et la deuxième guerre mondiale, nous montrent que la société n'était pas en évolution constante. Voilà, peut-être on peut avoir une évolution technologique ou une évolution de la technique, mais pas une évolution morale, on va dire, comme ça. Et cette conception d'histoire progressive et constante est appropriée pour l'histoire littéraire aussi. Par contre, dans l'histoire littéraire, nous avons, il y a un petit problème là-dessus si on fait la comparaison de l'histoire littéraire avec l'histoire sociale, politique, etc. C'est la définition de la cause et l'indication de la conséquence. Je crois que j'avais commenté ça la semaine dernière, si je ne me trompe pas, qu'il y a, on est capable de montrer la connexion des ruptures ou des continuités d'un mouvement littéraire avec un autre, mais assez souvent, si on regarde par exemple l'influence d'un certain écrivain, cette influence, elle peut être, comment je peux dire, très imprécise, etc. Pourquoi? Parce que l'influence littéraire, elle n'est pas forcément de la période précédente. Parce que, si je ne me trompe pas, j'ai fait cette réflexion mardi dans le cours de roman. C'est pourquoi j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça. Donc, si je me répète, dites-moi et j'avance un peu plus vite. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pensez à un écrivain quelconque qui est en train d'élaborer son œuvre. Ou sinon, pensez à vous-même. On n'a pas besoin de penser à quelqu'un d'autre. Pensez à vous-même. Vous êtes situé historiquement ici, au XXIe siècle. Nous sommes là le 27 janvier 2022. N'est-ce pas? Par contre, les influences qu'on subit au niveau littéraire viennent du XVIe siècle, XVIIe siècle, XXe, XIXe. Ça dépend de notre goût. Vous voyez, par exemple, certaines personnes aiment bien les fantasies, donc ils vont lire Les Seigneurs des Anneaux. Ils vont chercher, pour ceux qui aiment les jeux de rôle comme RPG ou ce genre de... Je ne sais comment dire en portugais. Jeu de rôle. Mais RPG, qu'on joue un personnage, le guerrier, jogo de cena. D'accord. Não seria jogo de cena? Je sais pas en fait. Je sais qu'on dit RPG en portugais. Jogo por turno. En fait, oui. En fait, je sais pas. Rodrigo? Utilise. Je t'écoute pas très bien, Rodrigo. Je sais pas si pour les autres ça marche. Normalement, on utilise RPG comme role-playing en anglais. En anglais. Voilà. Et je cherchais une traduction pour jeu de rôle. Parce qu'en fait, c'est genre... ah, pardon.
Je vois ici não se traduz em português. D'accord, Rodrigo. Juste pour expliquer, c'est ce genre de jeu dans lequel on joue un personnage, n'est-ce pas? Quand on joue aux échecs ou à la dame, par exemple, il n'y a pas un personnage, on n'incorpore pas un personnage. Mais pour un jeu de rôle, par exemple, on va incorporer, n'est-ce pas? Et il y a ceux et celles qui assument la personnalité ou l'influence du personnage qu'ils jouent dans un jeu pareil. Donc, j'utilise cette image pour montrer comment on peut subir l'influence des différents moments du passé. Ça peut être du Moyen-Âge, ça peut être du 19e siècle. Assez souvent, je vous donne l'exemple d'un groupe de garçons que je connaissais de vue. Ils étaient amis, mes amis. Je les côtoyais dans la ville, Belo Horizonte. Côtoyer, c'est tipo encontrar, né? Esbarrar, pessoa. Parce qu'ils fréquentaient un café devant lequel j'habitais. J'habitais longtemps. Et ils s'habillaient et ils essayaient de se comporter plus ou moins comme s'ils vivaient, je ne sais pas si c'était dans la Chicago des années 30 ou 50. Donc, ils s'habillaient un peu comme ça. Il y a un garçon qui s'habille tout en noir complètement. Donc, les chemises, pantalons, les chaussures, chaussettes. La cigarette qu'ils fument est aussi noire. Donc, c'est leur style. Ou sinon, vous pouvez voir aussi les gens qui dansent. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle la danse? J'ai oublié le type de danse, mais ça me semble un genre de danse américaine des années 50, avec des pas, c'est assez drôle. Et on utilise des chaussures à deux couleurs, des choses comme ça. J'ai oublié comment on appelle. Foxtrot, pas forcément, non, c'est différent. C'est pas hip-hop, c'est le... comment ça s'appelle? C'est le... je cherchais ici, et je dis hip-hop, mais ça ressemble à hip-hop. Non, c'est pas country, c'est différent. C'est le... Ça va revenir. Et si je trouve une vidéo, je la partage après. Et pourquoi je parle de ce type de danse? Parce qu'ils essayent d'imiter le style de vie et de soirée de l'époque. Peut-être c'est ça, non, c'est pas disco, mais peut-être c'est Charleston, mais il y a un autre nom pour la danse. Et c'est un type de jazz, et c'est un peu, c'est drôle, je dirais. C'est comme ça que j'ai défini ça. Lindy Hop, c'est ça. Lindy Hop, c'est pourquoi Madison Dance, non? Non, c'est Lindy Hop, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il s'habille avec le bretelle suspensorio, les pantalons caractérisés aussi, les chaussures à deux couleurs. Ils dansent pareil, ils essayent de faire des soirées comme dans les années 50 aux États-Unis. C'est drôle, c'est intéressant à voir. Ils sont assez habiles, mais je trouve ça un peu bête, personnellement. Mais c'est drôle, c'est amusant quand même de voir. Et ils sont très doués aussi. Assim, são bem, quem dança bem, assim, tem qualidades, on va dire comme ça. Et donc, é aquele estilo de dança, aquele do Máscara, não é? Aquele filme do... Oui, voilà. Voilà. Et il me semble qu'il y a des Jim sketchs Carrey, aussi né? Exactement.
C'est lui que j'ai cherché. C'est son nom que j'ai cherché, en fait. Voilà. Et surtout avec Jim Carrey, avec la tête qu'il fait, de danser quelque chose de très difficile, et sa tête, c'est comme si c'était bête facile à faire. N'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez, j'ouvrais toutes ces parenthèses pour vous montrer comment, dans les niveaux, on ne peut pas associer l'histoire littéraire à l'histoire sociale, politique, etc., parce que les arts et la littérature suivent aussi, elles reçoivent ou subissent les influences de la société. Par contre, il y a une dynamique interne, une dynamique propre des arts et de la littérature. Et là, je vais entrer encore dans d'autres détails de l'histoire littéraire. Donc, ça, c'était pour marquer cette différence entre influence et conséquence, on va dire comme ça, ou manifestation artistique de cette influence. Le problème, c'est celui-là. Il y a évidemment une connexion forte entre un mouvement et les mouvements précédents. Par contre, cela n'explique pas tout. Assez souvent, nous avons un écrivain, un musicien qui a une référence très lointaine et qui change complètement, et comme ça, il est capable de proposer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas forcément les dialogues avec ce qui vient exactement avant. D'accord? Voilà. Par contre, dans la méthode de Gustave Lanson, de la fin du XIXe siècle par rapport à l'histoire littéraire, nous avons l'introduction d'une nouvelle méthode, je veux dire comme ça, de l'étude de la littérature, et qui est présente jusqu'aujourd'hui. Et il va introduire une nouvelle façon d'étudier la littérature. Je vous donne quelques exemples. Tout d'abord, c'est l'attention au texte et à l'édition du texte. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est les moments où on commence à faire attention aux éditions critiques, par exemple. Une édition critique d'un écrivain, surtout considérant les écrivains du passé, c'est important parce que c'est le contrôle qu'on fait de la qualité du texte. Voilà, Lindy Hop, je vois qu'ici, ça vient d'arriver sur le chat. Mais je disais que, oh oui, l'édition critique. L'édition critique, c'est, par exemple, on prend un écrivain du XVIIIe siècle qui est plus ou moins éloigné de nous. On va chercher tous les manuscrits qu'on est capable de trouver, on va comparer les textes, on va essayer de dater chaque manuscrit, si le manuscrit appartenait à l'écrivain ou si c'était une copie d'une autre personne, exactement pour voir, par exemple, pour voir les divergences, les différences du texte et les similarités aussi. Et à partir de cette comparaison de plusieurs versions du texte, on essaye d'établir le vrai texte, on va dire comme ça. Ou pas le vrai, mais peut-être la version la plus fiable. N'est-ce pas? Et ça, c'est un travail d'éditeur, de chercheur, n'est-ce pas, de comparer les textes comme ça. Une autre chose, dans la méthode de Gustave Lanson, on commence à abandonner cette façon d'étudier la littérature à partir de la figure de l'auteur, et on commence à se concentrer dans les textes. Par contre, les informations à propos ou sur l'écrivain, sur l'auteur, peuvent nous aider aussi. Et toute la littérature autour, je vais appeler la littérature quand même, autour de l'auteur,
peuvent nous intéresser aussi, c'est-à-dire les journaux intimes, les interviews, les lettres, les cahiers de notes, etc. Ça peut nous aider à approfondir notre compréhension de l'œuvre. Une autre chose importante, le lecteur, on commence à valoriser ou à mettre en relief, à dar attention au lecteur, parce que le lecteur aussi est l'instance de mise à jour du texte, a partir de la lecture. O leitor é essa instância de atualização do texto, n'est-ce pas? Le même texte du XVIIIe siècle peut être lu d'une façon au XIXe siècle, au début du XXe siècle, et une troisième façon différente à la fin du XXe siècle, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout simplement une vérité du texte, mais il y a quelque chose qui est construit à partir du texte par le lecteur. Et une fois que le lecteur change, la lecture, l'interprétation peut changer aussi. N'est-ce pas? C'est intéressant que dans les années 60, 70, 80, il y a tout un débat théorique autour de la figure du lecteur, mené par des auteurs comme Umberto Eco, Hans Robert Jauss, Iser, Wolfgang Iser, autour du lecteur. Et par exemple, il y a une série de conférences, de débats d'Umberto Eco avec d'autres théoriciens de la littérature autour d'une notion qu'ils appellent la superinterprétation. C'est-à-dire si on dépasse le texte ou pas. Parce que assez souvent, quand on étudie la littérature, vous allez écouter des gens qui disent que l'œuvre est ouverte, ça c'est une expression d'Umberto Eco, l'œuvre littéraire est ouverte, et qu'on peut interpréter comme on veut, mais quand même, il y a la limite du texte. Si le texte nous permet d'interpréter comme ça, c'est possible. Et aussi, ça dépend de qu'est-ce qu'on fait, ou ça dépend de ce qu'on fait avec le texte qu'on lit, n'est-ce pas? Si vous lisez un livre pour vous inspirer et écrire une lettre pour votre bien-aimé, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez comprendre le texte comme vous voulez. Pour passer le bac, l'examen de l'ENEM, par exemple, non, vous n'êtes pas si libre pour interpréter à partir de la lecture d'une œuvre, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment dire ça en français, mais on disait en portugais, a obra é aberta, mas não é escancarada. Moi, je pourrais dire en français, peut-être l'œuvre est ouverte, mais pas grande ouverte. A gente tem essa expressão, né? Grande ouverte. Tipo, il était étonné et il gardait ses yeux grands ouverts. Estava com os olhos bem abertos. Ou, il faisait chaud et il a ouvert, il a laissé les fenêtres grandes ouvertes. Quelque chose comme ça, escancarado, aberto. Então, em francês, eu poderia traduzir mais ou menos assim. L'œuvre est ouverte, mais pas grande ouverte. É aberta, mas não escancarada. Donc, il y a une limite de la possibilité d'interprétation. Voilà. Cela dit, par rapport à cette méthode d'histoire littéraire, il y a une autre chose importante aussi. Il y a, avec Gustave Lançon, ce professeur de la fin du XIXe siècle, l'attention à la qualité du texte, une attention à tout ce qui est parallèle ou autour du texte, les interviews, lettres, journaux intimes, etc.,
tout ce qui contribue à la compréhension du texte est bienvenu. Et il y a une autre chose qui est une interprétation de l'organisation des œuvres. Comme je disais tout à l'heure, si on organise l'histoire de la littérature comme une liste d'œuvres et des écrivains, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, quand on se propose à organiser les œuvres, on commence à organiser ou à séparer tous les événements littéraires selon certains critères esthétiques, thématiques, politiques, etc. Générationnels. Par exemple, il y a un livre, je crois qu'il est disponible dans le fichier du cours, c'est la littérature française de la Révolution de 1789 à nos jours, quelque chose comme ça, d'Albert Thibaudet. Il organise la littérature française selon des générations. Donc, il ne va pas utiliser une période historique, il ne va pas utiliser les mouvements littéraires, mais plutôt les générations, comme celle de la génération de la Révolution française, la génération de la période napoléonienne. Donc, c'est intéressant de voir cette organisation. Et quand on commence à mettre en ordre, je vais appeler les événements littéraires, les événements, les œuvres, les auteurs, on est capable de distinguer, par exemple, des critères esthétiques et on va placer un certain groupe d'écrivains ensemble et d'autres séparément. Ça, c'est faire de l'histoire littéraire. C'est organiser ce qui n'a pas forcément d'ordre selon certains critères. Par exemple, pour comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien les exemples de chansons populaires. Prenez la chanson Exagerado de Cazuza. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, te dou 1000 rosas roubadas. Il y a une exagération, il y a une sentimentalité dans la chanson qui nous permet de classer cette chanson comme une chanson romantique, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment une chanson romantique parce qu'elle n'a pas été écrite au XIXe siècle. Par contre, elle répond ou elle s'utilise des éléments propres au romantisme, ce qui nous permet de parler d'une chanson romantique un peu de façon un peu anachronique, mais une chanson qui est en clair dialogue avec les romantismes du XIXe siècle, n'est-ce pas? Parce que nous sommes capables d'organiser une certaine littérature d'un moment du XIXe siècle et dire, dès qu'on retrouve ces caractéristiques-là, comme l'idéalisation de la femme, sentimentalité, mal du siècle, etc., on va caractériser ça comme une littérature romantique. Mais si vous étudiez à fond la période du romantisme, c'est-à-dire, comme on va faire ici, de 1820 à 1843, on va retrouver des écrivains et des œuvres qui ne sont pas romantiques en France. C'est-à-dire que à cette période-là, cela ne veut pas dire que tout le monde qui a écrit à cette époque-là a écrit selon la façon romantique. C'est pas vrai. Par exemple, encore un exemple de la musique populaire. Si on recule dans le temps, on est capable de voir, par exemple, le mouvement grunge dans la musique, dans les rock des années 80.
mais on retrouve encore aujourd'hui le groupe Grunge. Mais on retrouve en même temps le Sertanejo Universal. Il y a, vous voyez qu'il y a des périodes où un certain style ou une certaine esthétique prend l'avant, c'est-à-dire qu'il prend la première place. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne travaillent pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va retrouver le funk, le Sertanejo Universal. Mais si on cherche, il y a une scène rock aussi, toujours présente, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'on peut avoir une époque marquée par une certaine esthétique, mais cela ne veut pas dire que tout ce qui était produit à cette époque-là correspond à cette même esthétique, n'est-ce pas? Si vous voulez aujourd'hui à Brasilia aller dans un concert de pagode, probablement vous allez trouver peut-être un établissement ou deux faciles à rencontrer. Peut-être c'est plus facile de retrouver des établissements avec le Sertanejo Universal. Mais il y aura toujours un groupe, peut-être, imaginez, je vous dis, je cherche des gens pour former un groupe pour jouer le pagode. On sera capable et il y aura quand même un public. Mais cela n'est pas la marque du moment qu'on vit. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte aussi. On va étudier certains phénomènes littéraires dans l'histoire, mais cela ne veut pas dire que toute la littérature de cette période-là suivait les mêmes critères esthétiques. D'accord? Je crois que c'est bon. Autour de l'histoire littéraire, c'est ça. C'est la progression, l'organisation entre passé, présent et futur, les influences qui peuvent se manifester comme continuité ou rupture, n'est-ce pas? Je vous ai donné, vous voyez, l'exemple de la chanson populaire. On avait la samba traditionnelle, comme Cartola, Cavaquinho, Noel Rosa, etc. Puis nous avons la bossa nova. La bossa nova, elle représente en quelque mesure une continuité de la samba, de la vieille samba. Une continuité, mais avec certaines transformations. Ce n'est pas une rupture complète, n'est-ce pas? Par contre, on va avoir, je ne sais pas, comme je dis, le tropicalisme ou le samba rock qui vient dans les années 60-70 aussi, qui est en connexion avec la samba, dont les noms samba rock, mais qui est c'est une progression avec une continuité. Et on peut avoir, par exemple, le rock ou le tropicalisme comme une rupture plus importante, n'est-ce pas? Donc, il y a une influence de rupture ou une influence de continuité. Voilà. Je ferme cette discussion autour de l'histoire littéraire. Pensez à ces questions-là autour de la littérature. Une dernière notion aussi intéressante pour fermer cette discussion. Assez souvent, on dit que la critique littéraire se tient au texte et l'histoire littéraire au contexte. Ça, c'est une demi-vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Mais penser que l'histoire littéraire aussi nous aide à comprendre le contexte de l'écriture de l'œuvre, mais le contexte aussi d'influence mutuelle, etc. D'accord? C'est terminé cette première discussion autour de théorie littéraire, critique littéraire, histoire littéraire. Et je vais entrer maintenant... oui, je vais entrer dans un texte maintenant. C'est un texte que je vais travailler peut-être
avec certains détails. C'est un texte aussi d'Antoine Compagnon, le même auteur du démon de la théorie. Je vais vous montrer ici la couverture du livre. Ça, c'est un livre très intéressant et je l'ai mis sur Teams aussi. Si vous voulez entrer dans lire avec attention, je vous recommande. Le livre s'appelle Les 5 paradoxes de la modernité. Et le chapitre qui nous intéresse ici, je vous montre. Je vais changer l'outil et je zoome, comme ça vous pouvez suivre un petit peu plus le titre des chapitres. Donc, les 5 paradoxes de la modernité, nous avons le premier chapitre, le prestige du nouveau. Il va parler de Bernard de Chartres, Baudelaire et Manet. Le deuxième chapitre, c'est celui qui nous intéresse ici, la religion du futur, avant-garde et récit orthodoxe. Et puis, il y a encore théorie et terreur, l'abstraction et le surréalisme. Le quatrième, le marché des dupes, l'expressionnisme abstrait et pop art. Cinquième, à bout de souffle, postmodernisme et palinodie. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le deuxième chapitre. Et je passe à ce chapitre-là. Donc, voilà. La religion du futur, les avant-gardes. Et donc, ce qu'il va nous expliquer ici, pardon, est-ce que vous avez des questions par rapport au premier sujet de débat aujourd'hui, le premier sujet, le premier topic? Non. D'accord. Donc, avançons. Dans ce chapitre-là, je vais essayer de le faire dans le même style freestyle et commenter quelques aspects généraux du texte. Donc, il va nous montrer, Antoine Compagnon, encore Antoine Compagnon, de quelque chose à partir de cette notion de modernité. La modernité, c'est un concept à plusieurs couches, un concept de várias camadas. Il y a un professeur et théoricien, je crois qu'il est allemand, mais il enseigne aux États-Unis, Gumbrich. Au Brésil, on dit Gumbrich, mais c'est Gumbrecht, son nom. Il a un essai qui s'appelle en portugais Cascatas de Modernidade, Cascatas da Modernidade. C'est-à-dire qu'il va essayer d'expliquer les couches des compréhensions ou des sens de la notion de modernité. Pourquoi je parle de ça? Parce que le mot modernité, c'est un mot, un concept qu'on va retrouver plusieurs fois dans ces cours de panorama. Et donc, il faut faire attention parce que selon les contextes, modernité ne signifie pas la même chose. C'est-à-dire que l'expansion portugaise ou européenne en 1500, ça fait déjà partie de la modernité, n'est-ce pas? La modernité commence, une modernité commence à la fin du Moyen-Âge, début de la modernité, et on met comme marque de la modernité, de cette modernité-là, la découverte ou la conquête des Amériques, la création ou l'invention de la presse de Gutenberg. Il y a aussi la physique de Newton, si je ne me trompe pas. Ce sont peut-être les marques les plus importantes de cette transformation du monde. Et aussi, avec l'expansion européenne, nous avons aussi
la mise en place de ce système capitaliste moderne, on va dire comme ça. Par contre, il y a encore une autre transformation du XVIIIe siècle vers le XIXe siècle qui va marquer une autre modernité, n'est-ce pas? C'est une modernité qui entre dans la raison, n'est-ce pas? On arrive à mettre de côté la religion et on va mettre en avant, mettre en évidence la raison avec le mouvement des Lumières, les philosophes des Lumières, etc. Et une transformation politique aussi. En France, par exemple, la fin du XVIIIe siècle, il y a la Révolution française, les changements de régime, la fin de l'ancien régime du roi en France, et on commence la République. C'est une période de trouble avec Napoléon, restauration, et puis République encore, etc. Le cas d'Antoine Compagnon dans ces textes et dans ce qui nous intéresse pour parler maintenant, au début de ce cours de panorama, des avant-gardes du XXe siècle, c'est cette notion de modernité comme il dit ici dans le titre du chapitre, cette religion du futur. Je vais vous expliquer pourquoi cette expression, religion du futur. C'est parce que cette religion, parce que cette transformation que j'ai commenté tout à l'heure sur une nouvelle façon de penser l'histoire, va nous mener à cette religion du futur, c'est-à-dire qu'on sera toujours à la recherche du progrès, du développement, de l'évolution, d'une façon progressive, affirmative. Ça, c'est une croyance. Pour ça, on va utiliser l'expression religion, parce qu'il y a, à cette époque-là, à la fin du XIXe siècle, une croyance à un progrès positif, affirmatif, constant. D'accord? Et voyons ici quelques aspects de la modernité. Il va parler ici de la rhétorique, de la rupture, du mythe du commencement absolu, de militantisme du futur et la conscience d'un rôle historique à jouer. Et puis ici, en bas, nous avons les notions de progrès, développement et dépassement. Dépassement, c'est lié à ultrapassar, supération, quelque chose comme ça. Vous voyez que toutes ces notions, progrès, développement, dépassement, nous apportent cette idée d'une évolution constante et d'une conception selon laquelle ce qui vient après est meilleur que ce qui venait avant. Et pourquoi ça nous intéresse dans les niveaux de l'art? Parce que, surtout avec les avant-gardes, on verra à partir de maintenant, on va introduire dans le contexte des arts cette notion de rupture constante. Que pour innover, pour proposer quelque chose de nouveau, il faut détruire ce qui venait avant. Et on verra que dans ces débuts du XXe siècle, il y aura une accélération des ruptures. Parce que les ruptures ont toujours existé, n'est-ce pas? Nous sommes passés du Moyen-Âge à la modernité ou la Renaissance, du classicisme au romantisme, du romantisme au réalisme, mais vous voyez que ces périodes duraient plus longtemps. Par contre, au début du XXe siècle, il y a une accélération de ces transformations-là et de ces procès de rupture et de destruction de la tradition. Je vais dire comme ça. Ici, cette rhétorique de la rupture, c'est intéressant
y a le poète et critique mexicain, si je ne me trompe pas. Comment il s'appelle? C'est Octavio Paz. Je ne sais pas si je me répète. J'ai l'impression de voir ça la semaine dernière. Il a l'expression la tradition de la rupture pour parler de ce moment-là. La tradition de la rupture. Ce qui est un paradoxe, n'est-ce pas? Parce que si c'est la tradition, c'est la continuité. Mais ici, c'est la tradition de la rupture, tellement la rupture devient présente. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on avance encore un petit peu. Je vais juste voir s'il y a quelque chose ici à expliquer un peu plus. Ah oui, il va nous apporter, c'est ça qui nous intéresse ici. Donc, il fait une distinction entre modernité et rupture. 2 secondes, je vais changer la façon de présenter ici. Et comme ça, j'arrive à guider votre attention un peu plus. C'est bon comme ça. Donc, vous voyez la transformation en temps réel du texte. Donc, il fait la distinction entre modernité et avant-garde et il va nous donner une définition d'avant-garde. Donc, selon lui, l'avant-garde n'est pas seulement une modernité plus radicale et dogmatique. Donc, la modernité, elle va présupposer cette rupture avec la tradition, n'est-ce pas? Avec la tradition par exemple, de la religion, de certaines classes dominantes, n'est-ce pas? Vous voyez que dans une société totalement traditionnaliste, il n'y a pas de place pour l'ascension sociale, n'est-ce pas? Parce que la société tend à se répéter telle comme elle était. Donc, l'avant-garde n'est pas seulement une modernité plus radicale et dogmatique. L'avant-garde suppose une conscience historique du futur, ça c'est important, et la volonté d'être en avance sur son temps. Je vais marquer ici seulement une partie. Donc, une conscience historique du futur. C'est-à-dire, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. La conscience du futur, c'est qu'on est capable de comprendre que nous sommes au présent et qu'on peut se projeter vers le futur. Et quand on se projette vers le futur, on se projette dans l'état des avant-gardes dans une certaine direction, c'est-à-dire une direction définie au présent. Ça reste un peu abstrait, mais je vais essayer de rendre un peu clair. C'est-à-dire que dans ces cas-là des avant-gardes, il y a une notion claire d'où on veut arriver au niveau de l'art. C'est-à-dire, nous ne sommes pas contents avec l'art produit maintenant, la littérature produite maintenant, on veut la transformer et on sait très bien où on veut arriver. Et je vais vous montrer ça dans le manifeste, parce que le manifeste, assez souvent, si vous avez lu les manifestes du futurisme et le manifeste technique du futurisme, vous allez voir qu'il y a une espèce de recette de comment écrire, de comment faire la littérature. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que le manifeste, c'est un projet de littérature. Le manifeste n'est pas sur une littérature existante. Le manifeste, comme le manifeste technique ou le manifeste du futurisme, c'est un manifeste qui nous invite à transformer la littérature. Il nous invite à écrire d'une nouvelle façon. Vous voyez là, comment c'est différent ici. Tous les manifestes, on verra ici, le manifeste du futurisme, dadaïsme,
esprit nouveau, surréalisme, c'est un programme, un projet, une recette qui nous invite à écrire la littérature d'une nouvelle façon. N'est-ce pas? Imaginez que je vous arrive maintenant avec une proposition d'un nouveau style musical. Et donc, le nouveau style musical doit se faire avec une guitare électrique, une percussion païenne et le piano classique. Donc, la base musicale sera la guitare électrique, le piano classique et la percussion païenne. Et en plus, il faut, je ne sais pas, chanter d'une voix grave. Et en plus, je vous invite à écrire deux paroles sans connexion logique entre les mots. Et on va essayer de faire un nouveau style musical qu'on peut appeler, je sais pas. On va penser à un nouveau style après. Donc, la conscience du futur et la volonté d'être en avance sur son temps. On va vérifier dans tous ces mouvements avant-gardistes cette volonté ou c'est presque une conscience d'être en avance sur son temps. C'est-à-dire qu'on est capable de voir avant, de voir, de prévoir l'avenir et on est capable de dicter la tendance littéraire à venir. N'est-ce pas? Et voilà. Deux données contradictoires constituent en effet l'avant-garde, la destruction et la construction, la négation et l'affirmation, le nihilisme et le futurisme. Donc vous voyez, il y a ici trois ensembles de contradictions: destruction, construction, négation, affirmation, nihilisme, futurisme. Donc vous voyez que pour construire le nouveau, il faut détruire les vieux. Pour faire une nouvelle littérature, on va nier, faire la négation de la littérature du passé et affirmer une nouvelle littérature. Et nihilisme, c'est-à-dire annihiler ou annuler ce qui venait avant et proposer le futurisme qui vient ensuite. Voyons encore s'il y a d'autres choses à commenter ici. Donc, dans le texte ici, c'est intéressant parce qu'il va nous présenter l'origine de l'expression avant-garde appliquée sur l'art. Parce qu'en fait, la notion d'avant-garde vient du contexte militaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est le groupe ou les groupements de soldats qui vient avant dans le front, qui est en contact avec l'ennemi en premier. Ça, c'est l'avant-garde. Et l'arrière-garde, c'est le groupe qui vient en dernier. Non, ça va, on avance. Ici, c'est où il va parler de l'avant-garde, du concept militaire appliqué à l'art. Et quelque chose d'intéressant parce qu'il nous donne un peu l'histoire aussi du terme. Et au XIXe siècle, le terme était utilisé pour les extrêmes. Et comme on avait une division artistique entre droite et gauche, selon le spectre politique, droite et gauche, on appliquait le terme d'avant-garde pour l'extrême droite en art et pour l'extrême gauche en art. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Ça, c'est important. Ça, c'est peut-être un des aspects les plus importants ici. Du contexte du XIXe siècle, l'avant-garde viendra de cette notion politique.
des extrêmes à gauche et à droite. Et puis, et je vais passer la page ici pour vous montrer le texte, ici, l'art devient esthétiquement en avance sur son temps. Et je dis ici, ce déplacement est à rapprocher de l'autonomisation de l'art évoqué à propos de Mani. Si l'art d'avant-garde le fut avant 1848 par ses thèmes, l'art d'avant-garde après ou d'après 1870 le sera par ses formes. Donc, quand on pense aux avant-gardes du XXe siècle, c'est important de penser que c'est avant tout une transformation des formes artistiques. Les contenus, les thèmes, les sujets vont venir avec. Mais avant tout, c'est une transformation formelle de l'art. Et je pense que c'est tout. Le texte est très intéressant, mais on n'a pas besoin de tout discuter ici. Ah non, il y a quelque chose de très important ici. Je lis et j'explique. Et ça, c'est très important, vraiment important. Les avant-gardes généralisant l'emploi du vocabulaire politique à l'art semblent avoir toujours été divisés entre anarchisme et l'autoritarisme. Ça, c'est très intéressant de penser au contexte des avant-gardes. Et je vous explique pourquoi. On verra un mouvement comme le dadaïsme, ou tout simplement Dada, c'est un mouvement artistique anarchique, c'est-à-dire qu'il préconise la destruction de tout et aucune organisation, aucun contrôle, aucune règle. C'est-à-dire qu'il faut tout détruire, tout recommencer et on fait comme on veut. Ça, c'est l'anarchie complète en art. Parce que toute institution sera à la fin autoritaire. Donc, on cherche la liberté totale, etc. Mais on verra, je vais vous montrer ça, les écrivains de ce groupe dadaïstes vont reconnaître que ils n'arrivent pas à construire quelque chose de nouveau dans cette anarchie. Et on verra que le surréalisme viendra dans la suite, justement pour proposer quelque chose, quelques règles, quelques notions d'ordre. Et de l'autre côté, autoritarisme. Je viens de vous dire, de vous parler, que le manifeste, tout manifeste est une espèce de lettre, de recette, de recommandation, de règles de comment faire l'art. Et dès que nous avons un écrivain qui devient le leader, le chef de file, comme on dit, chef d'afile, les leaders du mouvement, il commence à déterminer comment les autres doivent créer leur art, leur littérature. Et quand on commence à être trop fermé ou trop renfermé dans les règles, et en plus dans cet endroit des leaders, on commence à être autoritaire. Et je vais vous montrer ça clairement dans le surréalisme avec André Breton. Il y aura plusieurs ruptures d'écrivains qui quittent les mouvements surréalistes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les contrôles de André Breton. Et Filippo Marinetti, du futurisme, c'est pareil. C'est lui qui crée le mouvement, c'est lui qui guide le mouvement au point où le futurisme, c'est un mouvement qui dépasse la littérature. On aura un manifeste de l'architecture futuriste, un manifeste de la musique futuriste, le manifeste de la peinture futuriste, etc. Par contre, Marinetti
centralisait tout. Et dès que quelqu'un écrivait un manifeste, ce manifeste devait passer par Marinetti et c'était à lui de décider si le manifeste était publié, se faisait publier ou pas, ou quand. Genre, ce livre, et j'ai un livre ici, c'est le livre que c'est le livre de Giovanni Vista, celui que je partageais avec vous seulement l'introduction. Le livre de Giovanni Vista, il organise tous les manifestes sortis au monde sur le futurisme entre 1909 et 1944. Et plusieurs manifestes n'ont pas été publiés parce que les manifestes publiés, non, mais les manifestes écrits autour du futurisme, et certains manifestes n'ont pas été publiés parce que de la part politique. Donc, vous voyez comment, même dans un milieu artistique, on peut avoir une démarche ou une attitude autoritaire, de contrôle. N'est-ce pas? On pense assez souvent que les milieux artistiques, c'est complètement ouvert, permissible, d'accord? Et un autre aspect important, déjà, je parle déjà de l'avant-garde et je vais parler de futurisme, c'est que on verra que le futurisme commence avec une lettre de valeurs, certaines valeurs liées à la modernisation, technologie, le futur, etc. Et ces valeurs vont être appropriées par le fascisme italien et Marinetti va être proche de Mussolini. Voilà. Et voilà. Et je confonds avec un Poutine. C'est ça le côté. C'est un jeune père d'enfant qui on confond Mussolini avec donc ça c'est le côté politique. Et sinon, je pense que je peux terminer ici autour de cette présentation de la définition de l'avant-garde. Ça aussi, c'est important. Les deux avant-gardes à distinguer une politique et une esthétique, c'est-à-dire des artistes au service de la révolution politique et celle des artistes satisfaits d'un projet de révolution esthétique. Donc, on va ici, il y aura une distinction, une différence, mais qui va se confluer après. C'est-à-dire que on fait la distinction entre révolution artistique et révolution politique, mais après, la révolution artistique va se mêler de la révolution politique aussi. Et comme je viens de vous dire, Marinetti va se lier à Mussolini. Je vais dire Mussolini et pas pour ne pas confondre. Donc, Marinetti va se lier à Mussolini et on verra plus tard le surréalisme et André Breton va se lier au communisme, au Parti communiste en France. Donc, vous verrez comment il y a une séparation, mais puis une confluence entre l'art et la politique. Oui, c'est bon, je termine là avec cette discussion autour de l'idée de l'avant-garde. Et donc, voilà. Et je vais faire comme ça. Je vais passer à la discussion du manifeste du futurisme, partie. Et la semaine prochaine, je continue avec, parce que je voudrais faire une présentation du genre littéraire manifeste.
mais c'est une présentation un peu plus longue. Et comme le genre littéraire manifeste sera présent maintenant dans le futurisme, dans le dadaïsme, dans le surréalisme, je peux continuer la discussion sur les genres littéraires manifestes la semaine prochaine avec l'esprit nouveau d'Apollinaire. Mais je vais entrer déjà dans certaines particularités du futurisme et on profite les 10 minutes que nous avons encore. Donc, je cherche ici Marinetti. Peut-être ici. Voyons. Voilà. Donc, vous avez ici, en face de vous, la page facsimilée du Figaro, du journal Le Figaro. Vous voyez ici, en haut, je vous montre ici. Vous voyez ici, samedi, le 20 février 1909, et Marinetti a fait publier dans Le Figaro et en Italie dans un autre journal dont les noms je ne me souviens pas. Mais vous voyez qu'il a fait publier à la première page du Figaro le manifeste du futurisme. Donc vous voyez ici le sommaire du journal. Il y a les autres articles toujours. Et le premier, c'est le futurisme de Marinetti. Et nous avons ici, genre, je zoome encore, Marinetti, jeune poète italien et français, au talent remarquable et fougueux, qui des retentissantes manifestations ont fait connaître dans tous les pays latins, suivi d'une pléiade d'enthousiastes et disciples, vient de fonder l'école du futurisme dont les théories dépassent en hardiesse toutes celles des écoles antérieures ou contemporaines. Le Figaro, qui a déjà servi de tribune à plusieurs d'entre elles, ça c'est vrai. O jornal Le Figaro foi jornal que deu espaço para outros textos literários, manifestes, etc. C'est-à-dire, par exemple, le manifeste de la littérature symboliste a été publié aussi dans le journal Le Figaro. Donc ici, vous voyez, c'est juste une introduction. Et puis nous avons cette, on va dire, l'introduction, en fait, ou la genèse, comment dire, du manifeste. Voilà, ici c'était juste pour vous présenter comment ce texte a été publié, comment ces idées-là ont été mises en place. Et puis je vous ai donné ce texte-là à lire, c'est le compte du manifeste du futurisme, et le manifeste technique. En fait, ici, dans la première partie, vous voyez Marinetti, cette première partie, il explique comment il est arrivé à ces idées-là. Donc, il y a, c'est un texte un peu avec deux tours, le langage n'est pas si direct, mais c'est l'introduction qu'il fait sur comment il a eu les idées du futurisme. Et si vous avez bien compris, c'est un accident en voiture. Il était à haute vitesse, il roulait à haute vitesse, il a capoté, il est tombé dans la boue, dans la lame, une espèce de marécage, pente. Et c'est avec le visage, la tête dans la boue, com a cara na lama, qu'il a eu des idées du futurisme. Et donc, je vais faire différemment parce que la qualité de ce texte n'est pas la meilleure. Et donc, je passe au texte de Giovanni. Voilà, ici, vous voyez, c'est le livre dont parlons ici, c'est l'introduction, tout simplement. Seconde, voilà. Ici, c'est le livre complet de Giovanni Vista.
de futurisme, texte et manifeste de 1909 à 1944. Et donc, passons. Voilà. Donc, vous voyez, et je change ici la couleur. Je voudrais en fait changer la couleur, mais bon, ça va, je ne vais pas perdre les temps. Donc, il y a ici la fondation du manifeste, c'est où il raconte cet accident. Et puis, on entre dans le manifeste lui-même. Voilà. Et je zoome, oui, très bien. Voilà, super. Voilà. Donc, ça commence, manifeste du surréalisme. Et donc, vous voyez déjà, je commence pour, je vais faire le contraire, je vais vous montrer le manifeste du futurisme et j'explique certaines caractéristiques du genre manifeste et la semaine prochaine, je vous présente de façon générale les genres sexuels. Et comme je vous ai dit, le manifeste, il a ce caractère d'invitation au changement. Et donc, vous allez voir qu'il y aura plusieurs expressions d'appel, né, de apelo ou de convite. Le verbe seront à l'impératif ou ils auront une valeur d'impératif. Donc, nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité. Ça, c'est très important pour le futurisme, l'amour du danger. Ensuite, les éléments essentiels de notre poésie seront, vous voyez le verbe au futur. C'est pas les éléments essentiels de notre poésie sont, non, seront le courage, l'audace et la révolte. Et on aura besoin de courage, audace et révolte justement pour détruire le passé et proposer quelque chose de nouveau. Voyons encore. La littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter les mouvements agressifs, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, les sauts périlleux, la gifle et les coups de poing. Ici, c'est très drôle. Et vous voyez que la littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil. Ici, il parle de la littérature du passé. Imobilidade, pensamento, êxtase, sonho. Nous voulons, il y a la littérature d'avant et il y a nous. Nous voulons exalter le mouvement agressif, a insônia febril, né, fiévreuse, le pas gymnastique, les sauts périlleux, né, o passo de ginástica, o ginástico, o salto perigoso, la gifle, né, que é o tapa, et le coup de poing, o soco. Vous voyez qu'il y a déjà ici une agression dans le langage même, ou le langage même du manifeste est agressif déjà. Parce que cette envie de transformation est tellement grande qu'elle va se faire par les moyens de l'agression, de la violence. Et ici, c'est le problème du futurisme et sa connexion avec le fascisme de Mussolini. Cette violence verbale va devenir une violence en acte et une violence politique après. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Ici, la vitesse, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout manuel de littérature. Peut-être des livres que vous avez étudié la littérature
au lycée, no ensino médio, n'est-ce pas? O turismo sempre fala da velocidade, etc. Voilà. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux tels des serpents à la laine explosive, une automobile rougissante qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace. Ça, c'est une peinture. Donc, vous voyez qu'il il fait un parallèle entre une voiture de course qui est plus belle qu'une peinture. Et ici, il y a déjà une valeur de destruction, c'est-à-dire on va détruire toutes les institutions artistiques et littéraires, c'est-à-dire les musées, la peinture, l'aura autour de la peinture, né, a aura autour da pintura, les bibliothèques, l'école, l'université, parce que ce sont des institutions de pouvoir et de définition de ce qui est l'art. Donc, on va tout détruire pour avoir quelque chose comme ça. Donc, une voiture est un objet artistique tellement beau comme une peinture. Voyons encore, parce qu'il y a un autre ici que je voudrais mettre en pied. Voyons ici. Ah, voilà. Nous voulons glorifier la guerre. Et ça, c'est intéressant parce que il dit, vous savez qu'il y avait déjà, à cette époque, 1909, un climat d'animosité en Europe. Et c'est seulement en 1914 qu'il y aura l'explosion de la Première Guerre mondiale. Mais ça existait déjà. Et vous savez que l'Italie n'était pas un État stable, etc. Et donc, il y avait ces forces nationalistes en Italie. Et dès qu'on a une force nationaliste, il y a une force contre les autres qui sont autour. Donc, nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde. Vous voyez qu'à partir de ces vocabulaires, on arrive au fascisme facilement. N'est-ce pas? L'hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent. Ça, c'est important. Et en plus, le mépris de la femme, le desprezo da mulher. Donc, vous voyez qu'il y a ici presque la recette d'un suprémacisme masculin, nationaliste, blanc, européen, des choses comme ça. Nous voulons, et là c'est pour terminer, et puis on continue la semaine prochaine. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. Donc, vous voyez que si d'un côté, oui, d'accord, je vais terminer là, je ne vais pas ajouter d'autres informations, je vais vraiment fermer cette discussion. Si d'un côté, ou du côté artistique, on voit un côté progressiste au niveau des valeurs des idées politiques, on verra que le futurisme est assez réactionnaire. Et je termine là, je sais que c'est déjà l'heure. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, lisez ce manifeste pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je continue avec, je termine la discussion autour du futurisme. Je vais faire un commentaire sur les genres textuels manifestes et on va parler de l'esprit nouveau des idiomes polymères. Et pour la semaine prochaine, je vais vous indiquer un ou deux manifestes d'Apollinaire et quelques poèmes d'Apollinaire aussi. Parce que comme ça, on entre
rentre déjà dans la façon de faire cette littérature d'avant-garde. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Sinon, écoutez, et je vous remercie l'attention, la participation. Et la semaine prochaine, je vais essayer de faire un cours moins lourd, avec un peu moins de concentration sur le point. D'accord. Vous avez des questions ou pas? Ok, c'est bon. Je vous remercie aussi et à la semaine prochaine. Au revoir et bonne journée.